Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est le 13h au Bénin chez vous et dans le sommaire. Les secrétaires exécutifs des 117 communes sont connus. La liste des personnes concernées après tirage au sort, désormais officielle, c'est à travers une cérémonie présidée par le ministre d'État en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale que les choix ont été effectués en toute transparence. Et puis ensuite, le ministère de l'Énergie a lancé la deuxième édition de la Semaine de l'énergie qui se tiendra du 4 au 9 avril prochain. Toutes les structures du secteur énergétique s'ouvrent à la population. Les temps forts seront séances de sensibilisation, visites de stands dans quelques villes du Bénin et puis rencontres entre tous les acteurs et plusieurs autres activités sont prévues. Et puis enfin, nommé le 12 février 2022 par le pape François, Monseigneur de Clairvaux-Tora, désormais évêque de Djougou, a foulé le sol de Djougou. Pour la circonstance, les populations de Djougou, dans leur diversité, sont sorties massivement pour lui réserver un accueil les plus chaleureux. Les images à suivre dans un instant. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. Si vous nous rejoignez, dès cet instant, les Béninois devront s'habituer à une autre autorité dans l'administration communale et municipale. Ces hommes et femmes sont désormais les secrétaires exécutifs au Palais des Congrès de Cotonou. Comme annoncé, le tirage au sort des secrétaires exécutifs des mairies s'est déroulé avec l'expertise de la Loterie nationale du Bénin. 3 phases ont marqué ce tirage au sort. En premier, le tirage des secrétaires exécutifs des communes à statut particulier. Ensuite, les communes des mairies intermédiaires. Et puis enfin, le tour des communes à statut ordinaire. Tout s'est passé dans une transparence absolue en présence des maires, préfets et bien d'autres cadres. Cette opération s'inscrit dans le cadre des réformes structurelles engagées dans le secteur de la décentralisation. Le ministre d'État en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, président du comité de supervision, a procédé à l'ouverture des travaux. Je vous invite à suivre un extrait du discours du ministre Abdoulaye Biochani. Nous voici à une étape cruciale de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Une réforme majeure, issue d'un long, complexe et éprouvant processus au regard de ses exigences. Je veux saluer à cet effet tous les participants à cet exercice, en particulier les membres de la commission d'organisation, les membres du comité, mais surtout les maires et les candidats qui ont participé à cet exercice. La décentralisation constitue un des flux majeurs de l'historique conférence nationale ayant alors réuni les forces vives de notre chère patrie. Elle s'est concrétisée d'abord par la création des communes, puis ensuite par l'élection et l'installation des premiers conseils communaux, respectivement en décembre 2002 et en février 2003. Mais passé environ 2 décennies de pratique, les fruits s'avéraient bien loin de tenir la promesse des fleurs. Plusieurs facteurs expliquent cet échec, car il faut l'appeler ainsi. Et sans être exclusif, on peut citer notamment un management tributaire des pesanteurs politiques, un personnel inadéquat, un système local inefficace et corrompu de gestion des marchés publics, des infrastructures parfois incompatibles, si elles ne sont pas tout simplement insignifiantes, une gestion budgétaire approximative et enfin une fiscalité locale peu adaptée aux exigences et enjeux de la décentralisation et du développement. Je veux rassurer ici sur le fait que cette sélection est sous l'importante réserve d'ultérieures enquêtes de moralité qui s'imposent en la matière. Enfin, chacun des candidats tirés dans cet exercice aura un délai de 48 heures pour se désister le cas échéant. Et dans ce cas, les maires concernés procéderont à un autre tirage. Pour le reste des communes et dans l'ensemble, le tirage sera fait de sorte que 26 femmes, soit dans plus de tiers des mairies, soient secrétaires exécutifs de communes. C'est un choix du gouvernement, c'est un choix nécessaire, c'est un choix pertinent, tant nous avons la conviction que les femmes candidates ont le bagage nécessaire pour valablement prétendre à ces fonctions. Nous sommes dans le mois de la femme, n'est-ce pas? Et nous allons le traduire dans nos décisions.
Mesdames et messieurs, soyons heureux pour tous les candidats, notamment pour les 77 SE qui seront sélectionnés à l'issue du tirage. Cela dit, il est important de rappeler que c'est maintenant que le plus dur commence pour eux au regard de l'importance des résultats attendus de chacun au niveau des responsabilités où il se trouvera. Et puis vous pouvez donc consulter déjà la liste complète des secrétaires exécutifs des 77 communes du Bénin sur, bien entendu, les canaux digitaux du gouvernement. C'est déjà disponible et puis c'est accessible. La feuille de route de l'année écoulée est donc évaluée au ministère des Affaires étrangères et de la coopération ce jeudi. Le plan de travail annuel exercice 2021 a été revu. Les cadres sont revenus sur les taux d'exécution à différents niveaux par rapport, bien entendu, aux prévisions. Sylvie Tasso, William Cliquant. Les chiffres établissent un bilan globalement satisfaisant en 2021 au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Une nette amélioration au vu des performances de l'année 2020. Le taux d'exécution financière du budget alloué à la mise en œuvre des activités est de 78,28%, mais globalement établi à 54,51% base engagement, tandis que le taux d'exécution physique est de 71,31%. Il est attendu des travaux de cette évaluation, une étude minutieuse des réalisations. Je nous invite à un examen rigoureux et objectif des niveaux physiques et financiers d'exécution atteints par le ministère, entendu départements et services extérieurs. Des cadres du ministère en service hors du territoire national ont participé à la revue par visioconférence. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi a présidé aussi ce jeudi 31 mars 2022 la revue du plan de travail annuel au 4e trimestre de l'année 2021. La séance a également servi de cadre au lancement du PTA au titre de l'année 2022. Elle a eu lieu dans la salle de conférence du ministère à l'Emomoni, mon fils de Savouran. Le défi imminent du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi est d'aboutir à l'opérationnalisation de la nouvelle agence des petites et moyennes entreprises. La création d'un guichet unique de promotion des PME figure en bonne place dans le PAG 2021-2026 comme priorité du gouvernement. Cette priorité doit être mise en œuvre par notre département ministériel. Il s'inscrit au nombre des activités prévues dans le plan de travail annuel de ce département au titre de l'année 2022. Il s'agit d'une nouvelle structure créée après la dissolution de cette ancienne. Parce qu'elle reprend à la vérité toutes les initiatives, toutes les missions, toutes les attributions des autres précédemment existantes qui ont été dissoutes. Les agences sont dissoutes, mais leur mission, le service public de soutien et d'accompagnement au profit des petites et moyennes entreprises qui existaient demeure et elle hérite de toutes ces charges. Cette séance de travail entre le ministre Modeste Kérékou et les cadres du ministère des Petites et Moyennes Entreprises a également servi de cadre à la revue du plan de travail annuel de l'institution au 4e trimestre de 2021. À la suite des travaux techniques préalablement effectués, les différents résultats sont présentés aux participants pour appréciation. La reprise timide des activités due à la persistance de la crise sanitaire liée à la COVID-19 continue d'avoir des impacts négatifs sur la mise en œuvre et l'exécution correcte des activités des directions centrales, techniques et des établissements publics sous tutelle. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, je finirai mes propos en prenant l'engagement au nom de mon équipe de redoubler d'ardeur pour une mise en œuvre correcte et efficace de nos prestations auprès de l'ensemble des structures de notre ministère. À l'issue des travaux, des recommandations sont faites pour améliorer davantage les résultats du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi cette année. Il faut souligner que les membres de la cellule sport et artisanat
ont participé aussi à la séance afin d'accompagner l'institution dans l'atteinte de ses objectifs. Je vous l'annonçais en titre, le ministère de l'Énergie lance sa deuxième édition de Semaine de l'Énergie qui se tiendra du 4 au 9 avril prochain. Toutes les structures du secteur énergétique s'ouvrent à la population. C'est une période de journée porte ouverte au cours de laquelle séances de sensibilisation, visites de stands dans quelques villes, rencontres également entre tous les acteurs et plusieurs autres activités sont prévues. On écoute ainsi au micro de Henri Ganti, Melvin Sepon à 11 jours, le ministre de l'Énergie. Pour cette deuxième édition de la Semaine de l'Énergie, il y aura des activités un peu partout sur le territoire. Les stands de la place de l'Étoile Rouge seront ouverts donc au public du lundi 4 au vendredi 8 avril 2022. Mardi, ce sera l'animation d'une session de formation, comme je disais tantôt, aux acteurs des médias sur les questions liées au système électrique afin de mieux les outiller à produire des articles sur le secteur. C'est l'accomplissement, comme je disais également, d'une promesse que nous allons tenir. Nous allons donc ce mercredi 6 avril une séance d'information, de sensibilisation et de communication avec les étudiants de la faculté donc des arts et des sciences techniques, notamment sur le code de l'électricité et sur les différents documents politiques du secteur. C'est une semaine très importante pour la société. C'est les activités aussi qui sont pour nous une occasion d'échanger avec nos clients et avec aussi nos partenaires pour expliquer un petit peu toute l'évolution qui a eu lieu dans le domaine de l'énergie, principalement dans la distribution, mais aussi dans d'autres domaines connexes. Et avec nos clients, de pouvoir leur expliquer où on s'en va, tous les projets majeurs d'investissement, comment est-ce que ça va à terme améliorer leurs conditions de vie, amener l'électricité au Bénin, parler un petit peu à ce moment-là aussi des évolutions technologiques sur les paiements électroniques, le pouvoir faire des branchements à distance, consulter des informations sur leurs propres clients, avoir des références sur des domaines d'efficacité énergétique. Donc on a prévu beaucoup d'activités qui seront à travers le pays. Donc, il y aura bien entendu des stands particulièrement développés à Porto-Novo, à l'Étoile Rouge et à Boïcon, où il y aura des représentations sur place pour faire des démonstrations, pour répondre aux questions. Dans la suite de ce 13h au Bénin, cérémonie de retrouvailles de l'Union des jeunes professionnels d'image. Les professionnels, bien entendu, de la photographie se sont retrouvés à Bomé-Calavi pour réfléchir sur les conditions actuelles d'exercice de leur métier. Créé en 1999, l'UJPI entend désormais mobiliser les acteurs de la photographie pour relever les nouveaux défis. Occasion pour le bureau de distinguer des laboratoires et plusieurs professionnels, bien entendu. Les manifestations ont eu lieu jeudi à Bomé-Calavi, Clément Achadé, Samiratou, bien entendu, Kassoumou et des Rompévis. C'est par l'hymne de l'Union des jeunes professionnels d'image UJPI que démarre cette cérémonie de réjouissance et de réflexion sur les conditions de vie et de travail des photographes. Occasion pour les membres fondateurs de se retrouver pour se pencher sur le métier de photographe. À cet effet, les anciens pionniers de l'UJPI sont revenus sur la vie de leur union qui a marqué son temps avec un parcours jonché des hauts et des bas. Cette cérémonie vient donc relancer la mobilisation des professionnels des prises d'image. Tout le monde est dans la joie. Et c'est ça qui nous a poussé d'être ici ce jour. Je remercie vous, photographes, que d'autres ont déjà pensé que la photographie a déjà pris fin, est morte et c'est fini, et l'enterrer. Ils l'ont mal imaginé, mal pensé, mal dit. Aujourd'hui, voilà la preuve. Nous sommes là, d'accord, mais ceux qui ont maintenant encore le sang vif, ce n'est pas qu'on n'a pas le sang vif devant le doyen. On a encore, conformément au doyen, on a encore le sang vif. Mais il y a d'autres aussi qui en ont plus vif que nous. Nous les exhortons à venir prendre leur bâton de pèlerin pour renforcer la photographie. Sincère remerciement au nom de nos collègues photographes, membres fondateurs de l'UJPI.
La retrouvaille de l'Union des jeunes professionnels d'image a été aussi l'occasion pour les membres fondateurs d'évoquer les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans l'exercice de leur métier d'artisan. La fête a été par ailleurs le cadre de nouvelles propositions pour assainir leur secteur d'activité afin de relever les défis liés à l'émergence des médias sociaux. Et je demande à tout un chacun de nous ici, qu'est-ce que nous pouvons faire pour rehausser l'image de la photographie? Nous avons tous des solutions. Prenons nos responsabilités quand on va sur les lieux de reportage, qu'on se comporte bien et qu'on apprenne ça à nos jeunes qui arrivent aujourd'hui et qui font le travail. C'est une œuvre qui va vraiment nous amener loin, sinon qui nous amène loin. Nous, on a fait, pendant un long temps, on a dit il faut préparer la relève parce que personne ne connaît pas le moment où Dieu va l'appeler. Donc, il faut qu'on initie les jeunes aussi à nous suivre. Là, même si nous, on n'est pas là, ils vont poursuivre la lutte. C'est de là que l'UJP est né. La journée de retrouvailles de l'Union des jeunes professionnels d'image s'est achevée par la distinction des pionniers de l'Union qui ont mouillé le maillot pendant la période des vaches maigres qu'a connue leur association. À cet effet, 4 laboratoires de photographie ont reçu au cours de la cérémonie leur attestation de distinction. En plus des laboratoires, plusieurs autres artisans qui se sont illustrés par leur savoir-faire ont reçu la distinction honorifique. L'Union des jeunes professionnels d'image de 1999 à 2022 totalise 23 ans de vie avec un bilan satisfaisant qui motive ses membres. Religion à présent, nommé le 12 février 2022 par le pape François, Monseigneur de Clairvaux-Torah, a foulé le sol de Djougou. Bien entendu, pour la circonstance, les populations de Djougou, dans toute leur diversité, sont sorties massivement pour lui réserver un accueil les plus chaleureux. Vous verrez dans ce reportage, la présence du maire de Djougou et son conseil communal était couronnée. Les autorités religieuses, toutes tendances confondues. Reportage. Monseigneur Bernard de Clairvaux-Torah, accueilli triomphalement par les populations de Djougou. En provenance de la cité des Kogourou, le deuxième évêque de Djougou a reçu ce mercredi 30 mars 2022 un accueil des grands jours réservé par les populations de la cité des Pétoni, Nyora-Yatakora. Vous êtes l'envoyé de Dieu à ce peuple. Vous comprenez donc aisément ce que vous voyez en ce moment sous vos yeux, à savoir que votre entrée triomphale à Djougou n'est pas une joie seulement partagée par la communauté catholique. Excellence, c'est donc au nom de tous, dans la diversité et la richesse de leurs composantes, que le comité d'organisation de votre accueil et de votre sac me charge de vous souhaiter officiellement la bienvenue à Djougou. L'arrivée de l'homme de Dieu dans cette cité fortement islamisée est saluée aussi bien par les chrétiens catholiques que par la communauté musulmane, sortie massivement pour exprimer sa joie à l'hôte du jour. Une cohésion sociale très appréciée par l'autorité communale qui se réjouit de l'arrivée triomphale de ce nouveau pasteur à la tête du diocèse de Djougou. La commune de Djougou est heureuse de vous souhaiter la bienvenue en ce jour où vous foulez officiellement son sol béni. C'est vous que Dieu nous a donné pour que nous cheminons la main dans la main et qu'ensemble nous recherchions la volonté du Père Céleste pour le bonheur des habitants de cette commune. Recevez, Excellence, nos joyeux et heureux vœux pour un futur ministère épiscopal dans cette ville très islamisée qui a pourtant besoin de la contribution de l'Église. Pour marquer ce jour et l'inoubliable souvenir de l'entrée triomphale de Monseigneur Bernard de Clairvaux-Torah à Djougou, un présent lui sera offert par l'autorité communale. L'archevêque de Parakou recevra à son tour son cadeau en reconnaissance à la brillante transition qu'il a assurée à la tête du diocèse de la ville. Je suis dans l'émotion parce que le Seigneur, notre Dieu, est fidèle. Il m'a envoyé vers vous, ici à Djougou, pour qu'ensemble, on puisse dire cette joie que le Seigneur veut pour ses enfants. Et je voudrais, combien je voudrais,
Que ce soit cette joie qui nous anime jour après jour. Que nous vivions, que nous marchions ensemble pour transformer ce beau carrefour, ce cœur de notre pays, géographiquement. Nommé le 12 février 2022 par le pape François, Monseigneur Bernard de Clairvaux-Thorard recevra l'ordination épiscopale le samedi 2 avril 2022 à l'évêché de Djougou. Environnement pour finir, au Bénin, les autorités au plus haut niveau aspirent au bien-être des citoyens dans un environnement sain. Pour ce faire, la loi portant code de l'hygiène publique a été votée au Parlement, interdisant d'uriner ou de déféquer aux abords des voies publiques et dans les espaces publics seulement aujourd'hui dans les grandes villes. Les infrastructures pouvant accueillir les usagers pour la satisfaction de ces besoins vitaux n'existent pas. À Siongbon, à l'instar de la plupart des métropoles béninoises, Cotonou et Abomey-Calavi ne disposent pas d'infrastructures, douches, cabinets des hommes, urinoirs. Un constat clair au moment où le gouvernement vient de promulguer le code portant hygiène publique le 16 février 2022. Il est vrai que l'envie d'uriner ne prévient pas, mais ce n'est pas une raison pour le faire sur les places publiques. C'est une bonne chose, parce qu'il faut que nous apprenions, n'est-ce pas, les bonnes manières. Il faut que nous apprenions les bonnes manières. Mais le problème doit être résolu à l'amont, parce qu'il ne suffit pas de copier ce que nous avons vu ailleurs et de le transposer tout simplement chez nous, alors que nos réalités ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, nous sommes au stade ici. Combien d'urinoirs vous avez? Ça, c'est des problèmes à régler à l'amont. Le fait d'uriner, c'est un besoin physiologique et ça peut prendre à n'importe quel moment. Selon Guy Wokou, enseignant-chercheur dans les universités béninoises, une autre forme de déviance se faisait jour que viendra freiner la loi. D'ailleurs, vous allez constater qu'il y a des gens qui ont déjà cette idée, qui ont ramené pratiquement ça dans leur habitude. Ils ont de belles toilettes, ils ont de bons WC chez eux, mais ils préfèrent toujours sortir pour venir uriner dans la brousse. C'est de l'incivisme. Mais ce n'est rien d'autre que le fait que nous sommes restés au village. Vous savez qu'au village, toutes les parties, toutes les zones, tous les endroits sont pratiquement avec de la végétation. C'est la brousse un peu partout. Je pense bien avoir l'ampleur que prend ce phénomène. Cette loi est bienvenue. Parce que c'est une remarque. En pleine rue, dans des grands boulevards, vous constatez des grandes personnes sorties, ce qui fait la valeur de l'homme, homme petite tache. Il sort, il se met vraiment à uriner devant tout le monde. Ça n'honore pas. Et la ville de Cotonou n'est plus à ce niveau. Désormais, quiconque est surpris en train de satisfaire un petit besoin, uriner et déféquer aux abords des voies publiques et sur les places publiques, est passible de poursuite. Une fois que l'urinoir est à côté et que l'intéressé défèque ou bien urine à côté, on peut le verbaliser. Là, ça peut se comprendre. Mais les infrastructures adéquates qu'il faut à l'amont pour régler le problème ne sont pas disponibles. Et donc, ça veut dire quoi? Les gens vont se faire verbaliser à tort. Les gens vont se faire verbaliser parce que certainement, ils vont uriner comme d'habitude. Ils regardent à droite et à gauche et puis ils trouvent personne là. Ils urinent et ils s'en vont. Une mesure prise pour rendre le cadre de vie propre et sain, donc contre toute souillure.
Pour nombre de personnes interrogées, c'est une disposition qui vient mettre fin aux déviances et comportements d'une autre époque. C'est pour l'assainissement du cadre de vie que la loi est votée et c'est une bonne chose. On ne peut pas parler de bonne santé sans assainir notre cadre de vie, sans assainir notre environnement. L'environnement, c'est vrai, c'est tout ce qui nous entoure. Mais est-ce que vous qui êtes là, vous pouvez aller vous asseoir sur un tas d'ordures pour manger? Même le fou, quand il ramasse les déchets et autres, il quitte d'abord le tas d'ordures et va chercher un abri quelque part un peu propre pour s'asseoir. La loi a pris des dispositions pour que les services nécessaires soient offerts aux populations. L'article 11 du Code précise que les autorités locales installent et entretiennent partout où cela est nécessaire les infrastructures adéquates, notamment les douches, les cabinets d'aisance, les urinoirs et les poubelles. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin. À très bientôt.